On y- Voilà, l'enregistrement est démarré. Bon, bonsoir à tout le monde. Merci de votre participation et merci en particulier de la participation des trois intervenants. Un petit préambule pour ceux qui ne sont pas forcément familiers de la façon dont se passent les témoignages d'alumni sur leur parcours professionnel. Euh, les thèmes choisis pour chaque TAP mensuel viennent d'un sondage qui a été effectué auprès des étudiants et qui ont proposé un certain nombre de thèmes et les ont ensuite priorisés. Euh, à partir de ces thèmes, Geneviève et moi, nous contactons, nous identifions des alumni qui ont une activité professionnelle relative à ce domaine et on constitue un panel de trois intervenants qui vont chacun présenter à la fois leur parcours et leur contribution au thème donné et avec 10 minutes de présentation pour chacun et un bon quart d'heure de débat après chaque intervention. Voilà. Pour la bonne organisation, l'idéal est de poser les questions dans le chat. Donc je reformulerai les questions. Tout ceci est enregistré, donc vous aurez à disposition l'enregistrement en replay sur le site en particulier de Centrale Lille Alumni. Et pour les intervenants, je vous enverrai probablement demain le fichier pour récupérer l'intervention. Donc voilà sur les préliminaires. Et je vous propose de passer aux présentations. Geneviève va faire une présentation rapide de chacun des trois intervenants. Geneviève? Oui, oui. Alors donc Thibaut Kibler, item 2019, cofondateur d'Atypique, donc le grossiste qui lutte contre le gaspillage chez les producteurs français. Alors, Thibaut m'a donné quelques petites informations sur lui. Bon, il complétera. En fait, il est arrivé à cette, cette solution de fonder son entreprise avec un copain qui s'appelle Simon à la sortie du confinement. Parce que il, euh, il cherchait à donner du sens à sa vie et puis ce qu'il avait fait avant lui plaisait pas trop. Donc c'est là qu'il a rencontré Simon, son cofondateur, et qui se sont associés donc, pour lancer Atypique. Alors, cette entreprise a eu, vous voyez, plusieurs prix. Prix Initiative Remarquable 2023 par France Initiative et puis le laurier de bronze de la transition alimentaire de 2022. Alors, à l'époque où il était élève, Thibaut faisait partie du bureau des élèves, du club de voile et d'Enactus. Je ne sais pas ce que c'est Enactus, donc ce serait bien que tu puisses donner des compléments d'information. Et donc tout à l'heure, on entendra parler Maxime. Eh bien, Maxime était le coloc de Thibaut. Et donc Maxime a vécu, pendant qu'il était en coloc avec Thibaut, eh bien, le lancement de la société de Thibaut. Voilà. Donc, on continue. Donc, Maxime Durand, item 2018, lui, cofondateur de Beyond Green, qui est un groupe de marques alimentaires spécialistes de la transition agricole. Alors, les marques, c'est Pour Demain, Vivant et Transition, qui accompagnent les agriculteurs vers des pratiques plus durables, en les rémunérant justement. Alors, je dois avouer que je ne sais pas où on trouve ces marques. Je serais bien volontaire pour racheter des produits, ces marques. Donc, Maxime, tu nous diras où on peut les trouver. Donc, bien, le but, c'est de faire de l'entrepreneuriat social, de l'agriculture durable et des marques éthiques. Donc, Maxime était très, très engagé dans l'association, la ITEM, président de l'association Fast and Genius, secrétaire de l'association Human ITEM, organisateur de l'intégration ITEM, vice-président de l'association Humanitem en 2015 et puis responsable de l'association du bureau des élèves. Donc, très, très dynamique et très impliqué donc, dans la vie de l'école. Troisième, Félix.
Félix Gaulier, lui, est diplômé de Centrale Lille 2018 et cofondateur avec son frère de l'entreprise Romanesco l'Enjambeur. Alors, l'enjambeur Romanesco est une machine conçue pour rendre le travail manuel des maraîchers plus soutenable, tout en gardant l'humain au cœur du métier. Alors, Félix, je le connais un peu plus puisque il a été élève dans l'option système de production, dont j'étais la responsable. Félix a fait une césure en Inde pendant un an. Et puis ensuite, il est revenu, il a travaillé dans un certain nombre d'entreprises, PME, il a fait un VIE d'un an en Malaisie. Et puis maintenant, il est installé à Saint-Malo depuis l'automne 2021. Donc, il était président de la fanfare The Big Bandouille. Et ben, visiblement, il continue à jouer de la musique à Saint-Malo. Il joue du saxo à la fanfare de Saint-Malo. Et il était donc membre d'une ISBDE. Voilà, donc on va passer la parole à nos trois intervenants qui vont Donc le parler donc des sujet, je vous transitions. rappelle, mais ça vous l'avez noté, c'est pour ça que vous êtes connectés, donc les transitions environnementales dans les domaines agricoles et alimentaires. Ça fait partie de toute une liste de séances de TAP sur les transitions environnementales. On constate que les choses bougent dans plein de métiers et que les ingénieurs centraliens, itémiens et IG2iens sont très impliqués dans cette transformation. D'où l'intérêt qu'on en parle et qu'on développe un peu. Donc, on revient sur Thibaut. Thibaut, tu as la parole, hein. Je rappelle le format, une dizaine de minutes d'intervention. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais Geneviève va avoir la lourde tâche d'être timekeeper. Donc, nous rappellera à l'ordre, mais c'est surtout au fur et à mesure des questions, s'il y a beaucoup de questions, à un moment, il faudra passer la parole au suivant. Donc, Thibaut, à toi la parole. Super. Eh ben, bonsoir à toutes et à tous. Donc, ce que je vous propose, mais je crois qu'on aura tous faire le même format, c'est de parler un tout petit peu de ce que j'ai fait en sortie d'école avant de lancer le projet. Donc, effectivement, je suis sorti d'école en 2019. C'était une période où j'avais eu un éveil sur les enjeux écologiques, notamment via Maxime, mon coloc. Qui nous bassinait un peu avant l'heure sur les sujets de végétariens, ce genre de choses qui me passaient un peu au-dessus de la tête encore à l'époque, mais qui commençaient à me toucher. Mais en tout cas, j'avais pas encore choisi de franchir le pas au niveau du monde professionnel. Donc j'ai plutôt suivi un parcours assez classique en sortie d'école d'ingé. Ben, je suis allé dans une boîte de conseil. Euh, j'ai même eu de la chance. J'ai même pas fait de stage de fin d'études. J'ai commencé directement en CDI de fin d'études. Je savais pas que c'était possible, mais en fait, vu qu'un stage, ce n'est qu'une convention, on peut faire un CDI en sortie d'école et avoir un stage par-dessus. Donc, j'ai commencé directement en CDI. Euh, et j'avais vraiment, je me souviens, à l'époque, il y a toujours un énorme respect pour Maxime et Stéphane et d'autres entrepreneurs de la promo qui s'étaient lancés avec cette envie d'entreprendre directement. Et moi, j'avais un peu cette crainte, je me souviens à l'époque, je voulais un peu plus de sécurité. Donc, je suis pas du tout parti dans cette dynamique-là. J'ai fait ce CDI. J'ai bien aimé la partie business, mais en fait, j'aimais pas trop ce que je faisais. J'ai pivoté. Après, je suis devenu consultant chez Soprasteria dans le conseil. Là, ça a été vraiment un enfer. Enfin, l'émission était nulle, sans intérêt. Le Covid est arrivé. Pour vous donner un exemple vraiment de mission pourrie que je faisais ce qu'on appelle les bullshit jobs. Donc, je construisais des tableaux Excel que personne n'utilisait. Je faisais du montage vidéo. Je sais pas pourquoi, il me fait faire du montage vidéo alors que je sais pas faire ça et que ça n'a rien à voir avec mon diplôme et mes compétences. J'ai fait passer des transitions de personnes de Windows XP à Windows 10. Donc voilà, c'était mon travail d'ingénieur qui n'avait rien à voir. Donc bullshit job, phase de ce qu'on appelle de burn-out. Donc je ne sais pas si vous connaissez le burn-out, ça ressemble un peu à ce qu'on appelle le burn-out, mais c'est à l'extrême inverse, c'est qu'en fait on s'ennuie tellement au travail qu'on perd confiance en ses propres capacités de réussite. Et en fait j'étais vraiment dans une phase de ma vie où je me disais bah, qu'est-ce que je fais de ma vie, ça n'a aucun sens, c'était le Covid. Donc je savais que je devais partir, mais j'étais un peu englué dans cette position. Euh, et c'est là que j'ai rencontré en fait Simon Charmette, qui est mon associé actuel, qui est comme ça qu'on a lancé l'entreprise. Donc dans
dans l'historique, en fait, j'ai postulé une annonce en ligne. Je ne le connaissais pas. C'est sur une plateforme qui s'appelle Jobs That Make Sense. En postulant à cette annonce, et ben, en fait, il a accepté de me rencontrer. On a fait comme un entretien d'embauche et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et pour la petite anecdote, Maxime est toujours présent dans mes histoires parce que dans la lettre de motivation que j'avais écrite à Simon, j'avais noté, j'avais un ami qui était entrepreneur, notamment dans les sujets du monde agricole, qui s'appelait Maxime et Stéphane, et il connaissait la boîte de Maxime et Stéphane. Et c'est pour ça qu'il m'a accepté en entretien parce qu'il m'avait dit que de prime abord, en voyant mon CV, j'étais un peu trop jeune parce que j'avais 24 ans, il en avait 28 et il voulait quelqu'un avec un peu plus d'expérience professionnelle. Et donc, c'est le mot-clé bio demain qui a réussi à me faire ce premier entretien. Mais maintenant, bah, je suis là 4 ans plus tard dans le projet. Donc, voilà, gros fit. Je quitte mon taf 5 jours après et on se lance à 100% dans le projet en mars 2021. Le projet, qu'est-ce que c'est? À la base, c'était une marketplace. Si vous ne connaissez pas, bah, en gros, c'était se dire qu'on avait une plateforme digitale où les producteurs mettaient en ligne les produits et les clients achetaient en ligne les produits, mais nous, on faisait rien d'autre. C'était notre idée, l'idée de Simon. Moi, je me suis mis là-dedans. Et en fait, c'était un bon projet ingénieur tech qui était très beau sur le papier, mais qui marchait pas du tout dans la réalité. On a écouté les clients qu'on avait, on se rendait compte qu'on fonçait dans le mur. Et là, on a décidé de pivoter en 2021 pour lancer Atypique, donc le grossiste de fruits et légumes. Là, est-ce que vous voyez mon écran, normalement? Euh, Oui, Vous voyez Atypique en gros, là. Non, non. non, non. Attends, merci. il faut que j'arrête le partage, je pense. Ah, est-ce que je pense qu'il y en a qui voient, là? Oui, moi je vois atypique, oui. Bah, parfait. Bah, si ceux qui voient, je continue pour ceux qui voient. Ouais, c'est Sinon, je vais te réfléchir. Dans tous les cas, atypique, vous comprendrez l'essence. Donc, c'est un grossiste de fruits et légumes déclassés. Donc, le constat et l'origine du projet, c'est un chiffre qui est alarmant et qui est frappant. En fait, chaque année en France, on produit 12 millions de tonnes de fruits et légumes. Et sur ces 12 millions de tonnes, il y a 11% de la production qui est gaspillée. 11%, ça représente un gaspillage de 1,2 million de tonnes par an. C'est tellement gros qu'on n'arrive pas à l'imaginer. Mais pour vous dire un chiffre plus tangible, c'est comme si vous voyez, quand vous êtes sur l'autoroute, vous voyez des camions passer à côté, c'est des camions de 20 tonnes. Et ben, le gaspillage, c'est un camion tous les quarts d'heure qui est gaspillé. Donc ça, c'était le constat et l'origine du projet. Et nous, on a voulu s'atteler à ce projet pour ce problème sur deux raisons. En fait, la première, c'est que ce gaspillage a un impact environnemental. On parle de ressources bien sûr, tout le temps passé, les tracteurs, toute l'énergie qui a été utilisée, mais surtout l'eau qui a été gaspillée, parce que 1 kilo de légumes, en moyenne, c'est 600 litres d'eau. Donc, il faut vraiment se dire que 1,1 million de tonnes, c'est faramineux. Et notre deuxième combat, c'est qu'en fait, le gaspillage, il a beau avoir un impact environnemental, mais on a aussi un deuxième impact, c'est un impact économique. Un produit qui est gaspillé, c'est mathématique, ça rapporte rien en fait, parce que ça n'a pas été vendu. Et donc c'est ça en fait nos deux combats chez Atypique, c'est la lutte contre le gaspillage alimentaire, donc le point de vue environnemental, mais bien sûr la juste rémunération des producteurs. Au niveau de chiffres clés, on a sauvé 5500 tonnes depuis qu'on s'est lancé. Pour vous donner un équivalent, c'est comme si on avait sauvé en équivalence d'eau 2640 piscines olympiques en litres d'eau sauvée. Et en équivalence CO2, c'est 1250 tonnes. J'aime pas trop cette équivalence, mais c'est l'équivalence de 7 décollages de fusées. Parce qu'on voulait un truc qui pollue beaucoup. Donc voilà, c'est comme si on avait fait décoller 7 fusées en équivalence carbone. Donc on est vraiment sur un impact qui commence à être considérable. 800 clients, 120 producteurs et coopératives accompagnés. On a une belle croissance de chiffre d'affaires en 4 ans. Cette année, on vise d'atteindre 9 millions de chiffre d'affaires et d'être rentable. On est actuellement une trentaine dans la boîte, avec toujours l'objectif et le combat au quotidien de se dire le projet, il a énormément de sens et c'est vraiment plus qu'une entreprise, c'est une mission et c'est aussi pour ça que je suis là aussi aujourd'hui pour en parler. C'est un projet qui nous tient tous extrêmement à cœur euh, et qui, euh, et qui nous drive au quotidien. Euh, donc on a plein d'enjeux, plein de combats à faire, mais on se dit vraiment cette année, l'enjeu principal, c'est vraiment cette rentabilité qu'on a déjà eue. On était rentable en 2021, en 2022, ce qui est assez rare pour une entreprise qui se lance, ce qui montre aussi la résilience de notre modèle. Mais après, on a levé des fonds en 2023 pour aller un peu plus vite, donc on était plus rentable. Et là, on va retomber sur une phase de rentabilité. Euh, pour vous compreniez le métier de grossiste, on n'a pas réinventé la soupe. Normalement, j'ai un petit schéma juste après. Les fournisseurs, on achète les produits chez eux. On a des entrepôts au milieu. On a un entrepôt à Rungis, un entrepôt à Rungis vers Paris, un entrepôt vers Lyon, un entrepôt vers Marseille.
et on livre nos clients du jour au lendemain. Donc en fait, on a des stocks, on achète aux producteurs et on livre nos clients. Et après, on a toute une solution technique et logistique que je ne vais pas vous détailler et qui nous permet ben, voilà, de sauver des produits avec des exemples. Voilà, c'est un peu notre combat, c'est de se dire c'est pas parce qu'un produit il est différent, qu'il n'est pas bon. C'est des exemples de plats que les chefs de cuisine ils font avec nos produits. La carotte, elle a beau être un petit peu tordue, un petit peu trop grosse, ça change rien. Et on fait aussi plein de petits visuels pour mettre en avant auprès de nos clients. Donc ça, c'est ce qu'on fait chez Atypique. Et pour conclure, plutôt peut-être à destination des étudiants, s'il y en a, euh, mes conseils personnels liés plutôt au monde de l'entrepreneuriat en général, et encore plus ben, dans le monde de l'ESS, donc l'économie sociale et solidaire. Bien sûr, aller sur un projet qui vous tient à cœur. Faut parfois provoquer la chance, mais par contre, je le dirais toujours à tous ceux qui me posent des questions, il faut partir d'une idée et d'un vrai problème. Euh, on le voit, et Maxime vous le présentera. Félix aussi, c'est des problèmes en tout cas qui impactent le monde agricole et donc c'est en partant de ces problèmes qu'on trouve des solutions. Nous, ce qui a été très important pour le projet, c'est que le client est roi. Je suis allé très rapidement sur la partie du début du projet, quand on s'appelait encore AgriAgora et qu'on voulait faire une marketplace, on n'aurait pas écouté les clients, ben, en fait, on serait mort au bout d'un an. Et ça, c'est vraiment important de prendre les retours des clients. Et sinon, le dernier point, c'est complètement opposé au parcours de Maxime et j'ai eu cette chance de mon côté. C'est des fois aussi savoir si vous avez l'opportunité, si vous pouvez ne pas être trop pressé. Parce qu'en fait, le tout premier investisseur qui a été chez Atypique, ben, c'est l'État français, c'est le chômage. Parce que mine de rien, en fait, on a une chance en France, c'est que quand on a un projet entrepreneurial, le chômage nous finance. Je me souviens, je laisserai Maxime en parler, que ça a été une période qui a été un peu plus complexe en sortie d'école directement parce que peu de financement de son côté. Ben, moi, c'était une super opportunité parce qu'en fait, je m'étais dit, j'ai 2 ans devant moi pour tout donner pour le projet. Et si ça plante, eh ben, ça plante. Et si ça plante pas, ben, au moins, j'aurais réussi à lancer le projet. Et heureusement, ben, j'en parle devant vous 4 ans plus tard, donc ça a pas planté. Voilà pour moi. J'espère que j'ai pas été en dehors du timekeeping de Geneviève. Très bien, très bien. On a le temps pour des questions. Merci beaucoup. Parfait. Une première question, là, le modèle économique s'articule comment? C'est-à-dire que vous achetez à prix très bas ou vous récupérez gratuitement et vous revendez, je suppose, aussi à prix inférieur au prix du premier choix? Exactement, notre modèle économique, c'est en fait se dire, en fait, le monde du déclassé, en fait, pour vraiment le comprendre, c'est quoi un produit déclassé? Donc, c'est tout ce qui est trop petit, trop gros, rayé, tordu, donc les fruits moches. Et en fait, il y a deux filières en France. Il y a la filière classique, la filière qu'on trouve en magasin. Donc, c'est la catégorie 1, la catégorie 2, donc ce qu'on trouve dans nos rayons, dans nos étals, et la filière industrielle. Donc, c'est plutôt les produits transformés, notamment, par exemple, ben, Maxime, sa filière d'approvisionnement, c'est la filière industrielle pour les pommes, pour ses jus de fruits. Et ben nous, en fait, notre positionnement, c'est de se dire que les producteurs actuellement, les produits qui ne rentraient pas dans les normes de la filière classique, ils avaient deux cas de figure. Soit ils les mettent en don, ce qu'ils font rarement parce qu'en fait, ils sont pas rentables, donc c'est pas intéressant pour eux d'aller récolter un produit et perdre de l'argent pour le mettre en don. Soit ils le mettent à la méthanisation, soit ils le laissent dans le champ, soit ils le récoltent et ils le vendent à l'industrie, mais à perte. Parce qu'en fait, c'est pas forcément les mêmes filières. Les filières notamment de pommes industrielles, c'est des filières plus mécanisées. Là où nous, les producteurs qu'on va voir, c'est des producteurs qui récoltent les pommes à la main. Et donc, l'objectif, c'est de se dire, en passant par nous, vous nous vendez les produits à un prix qui est juste pour vous, moins cher effectivement que la concurrence, mais beaucoup plus cher que l'industrie. Pour vous donner des ordres de grandeur, mais c'est juste des ordres de grandeur parce que les prix sont très différents. La grande distribution peut acheter des pommes à peu près à 80 centimes, 70 centimes du kilo. Nous, on va les acheter 55, 60 centimes du kilo. La filière industrie, c'est plutôt 25 centimes du kilo. Donc, le gap de prix, il est vraiment gros pour le producteur d'aller chercher ce nouveau segment qui est le déclassé. Donc, on est sur vraiment une création de filière parce qu'en fait, cette catégorie déclassée, elle n'existe pas vraiment en tant que telle parce que ce qu'on vend, c'est des produits qui sont aussi catégorie 1 ou catégorie 2. C'est juste les produits que la grande distribution ou les autres grossistes ont refusés. Et après, ben, on se prend une marge sur le prix de vente. Et en fait, notre service, c'est un grossiste livreur. Donc, on a un métier de logisticien et on livre les produits après à nos clients. Question d'Éric, c'est quoi ce gaspillage? À quel endroit de la filière? Quel est le pourcentage lié aux produits hors normes? Euh, Justement, une des premières slides que j'ai partagées, c'est 11% de la production des fruits et légumes qui est gaspillée chez les producteurs français. Donc, il y a 11% de la production qui est gaspillée.
Si on reprend dans toute la chaîne alimentaire, c'est la moitié du gaspillage sur le segment des fruits et légumes. Il y a Selma que je vais parle, si on peut la muter. Alors attends, je vais essayer d'intervenir là-dessus. Et donc, en fait, 50% côté producteur, 25% en milieu de chaîne, grosso modo, magasin, usine, restaurant. Et on est d'accord, côté producteur, c'est parce que les produits ne rentrent pas dans les normes de vente, les catégories européennes qu'on voit sur toutes les cagettes, là. Thibaut, on ne t'entend plus. Tu as coupé, Thibaut. Justement, non, c'est dans les normes de la grande distribution. Je prends un exemple. Les normes européennes interdisent de vendre des pommes en dessous de 70 grammes et au-dessus de 400 grammes. Ça, c'est la norme européenne. Mhm. Et donc, toutes les pommes en dessous de 70 et au-dessus de 400 vont à l'industrie. Par contre, nous, on vend des pommes de 90 grammes, mais la grande distribution n'achète pas de pommes en dessous de 110 grammes. Donc, en fait, il y a ce trou dans la raquette entre 70 et 110 grammes, personne ne veut les acheter, alors qu'elles sont légales à la vente. Nous, on va chercher en fait les produits qui sont légaux à la vente, mais que personne ne veut acheter parce qu'on a décidé que les trop petites pommes, ça ne plaisait pas aux consommateurs ou qu'une tâche, ça n'allait pas non plus. Il y a des produits aussi d'appellation contrôlée qui ne respectent pas tout à fait le cahier des charges pour des questions de calibre, par exemple, qui sont... Les IGP, tu veux dire? Les Oui, AOP? Effectivement, mais c'est assez niche parce que c'est pas les plus gros volumes. Mais par contre, effectivement, on a des gros volumes, par exemple, sur les clémentines Corse. En voilà. fait, on vend de la clémentine qui vient de Corse, mais c'est plus une clémentine de Corse. Parce que l'IGP clémentine de Corse, ça veut dire qu'il y a un calibre minimum, mais on vend quand même de la clémentine origine Corse. Après, il n'y a pas beaucoup de produits avec IGP qu'on commercialise. On est vraiment plus sur des. Par exemple, on fait du kiwi double, du kiwi petit calibre, on fait des courges butternut qui font 2 kilos. On est vraiment sur des gros défauts. Euh, en fait, qui étonne le consommateur en général, mais ça rend pas le produit moins bon à la consommation. Emmanuel pose une question, je pense que tu as répondu un peu, mais tu peux peut-être préciser. Comment as-tu trouvé ton emploi actuel? Alors, je ne sais pas si Emmanuel veut... Il a peut-être posé la question avant que tu ne l'expliques, mais... Bah, c'était sur la plateforme Jobs That Make Sense, justement. C'est pas moi qui lui ai dit du projet, c'est mon associé qui avait posté une annonce en ligne pour chercher un associé et j'ai répondu. Et je David, cherchais pas à m'entreprendre d'ailleurs, je cherchais à trouver un taf. J'ai trouvé le projet tellement bien, je me suis dit, bah, justement, cette histoire de chômage dont je parlais, je me suis dit, bah, en fait, j'ai la sécurité financière, pourquoi pas me lancer dans un projet qui a du sens et ça a payé. et 4 ans après, enfin 3 ans après, quelle est ton analyse, regret par regret, enthousiasme Bah, zéro regret parce que je pense que c'était l'opportunité d'une vie parce que le projet était incroyable et tout ce qui s'est fait s'est mis en place, donc zéro regret. Après, bien sûr, je ferai des choses différemment. J'ai fait des erreurs et on apprend sur le tas. Et après, ben, c'est un parcours qui forge énormément. Si je regarde le Thibaut d'il y a 4 ans, j'ai l'impression que j'avais tout compris. En fait, j'étais plutôt encore un bébé sur plein de sujets dans le monde du travail. Et maintenant, je crois avoir tout compris, mais je pense que je n'ai pas encore tout compris. Mais en tout cas, c'est toujours quelque chose qui étonne, en tout cas dans mon entourage ou dans les relations pro qu'on a. Ben, c'est mon âge, en fait, qui étonne toujours parce que je reste jeune, ben j'ai 28 ans. Quand on gère des entreprises, et de toute façon, les deux intervenants qui vont parler, souvent c'est un sujet qui étonne les personnes quand on se rend compte que bah, l'âge, on peut se lancer en étant jeune aussi. Les gens valorisent énormément les longues expériences, alors qu'en fait, si on a des idées et l'envie, on peut y aller, quoi. Est-ce que vous vendez aux particuliers aussi? Non, on a des confrères qui le font, des entreprises qui s'appellent Bene Bono, Pimpup ou Finiterest. Nous, notre positionnement, c'est vraiment pour le B2B. Par contre, en ce moment, on est en train de lancer des tests pour arriver en magasin. Donc, on veut vendre par le biais de magasins. On a des tests en réseau spécialisé notamment. On a essayé la grande distribution, mais ils ont pas mal de freins opérationnels à vendre nos produits. Et là où peut-être les magasins bio, ils ont un peu moins de freins parce qu'en fait, en général, les produits bio sont déjà un peu déclassés, moins que nous ce qu'on propose, mais le consommateur est plus sensible à ça. Alexandre qui demande est-ce que le modèle achat, stockage, revente s'est imposé naturellement? Et, avec un commentaire, c'est un modèle risqué, très consommateur de capitaux. Et justement, non, on est sur un modèle avec très peu de consommation de capital qui ferait toutes les personnes, parce qu'en fait, on est sur un produit, et Maxime pourra dire complètement l'inverse, que lui, c'est des produits transformés, nous, c'est des produits bruts. On est sur une rotation de stock.
on fait, pour donner un ordre d'idée, à peu près 150 000 euros de chiffre d'affaires par semaine. Notre stock en temps réel est en moyenne de 30 000 euros ou 40 000 euros au grand max. Parce qu'en fait, on est sur une rotation de produits qui c'est maximum 1, 2 ou 3 jours max sur entrepôt. Donc, on est plutôt sur un modèle en termes de stockage qui est ultra positif parce que, effectivement, on porte un risque matière, mais en fait, on a très peu de gaspillage. Nous, en plus, vu qu'on est anti-gaspi, on peut aller plus loin. On propose à nos clients les produits qui commencent un peu à dépérir à prix réduit. On est sur seulement 0,2% de perte matière sur entrepôt, ce qui est aussi un record dans le métier de grossiste parce que la moyenne du secteur est plutôt aux alentours de 3%. Ah oui, remarquable, oui. Mais avec les délais de paiement de vos clients, là, vous n'avez pas quand même Bah, on un... a des délais aussi côté fournisseur. En fait, là, dans Ah oui, le fruit et légumes, c'est régi. Donc, c'est 30 jours normalement de délai de paiement. Les grands groupes, des fois, montent à 45 jours. Donc, on a 15 jours de trésorerie à tenir. Mais avec les volumes qu'on fait, c'est pas une trésorerie qui est trop lourde pour nous à porter, en tout cas. Mais est-ce que vous envoyez dans vos entrepôts du Nord des produits, par exemple comme des fruits, récoltés dans le Sud? Oui, notre engagement, c'est 100% français, mais pas 100% local. En fait, ça serait même antinomique avec le projet parce qu'en fait, on a déjà une contrainte énorme avec le projet qui est de se dire, en fait, un produit, quand il est déclassé, déjà, le client, il se pose des questions sur sa disponibilité, ce genre de choses. Si on se met à faire du local, et ben, en fait, si on crée une référence, on se dit, on fait que des pommes du Nord, par exemple, et ben, on a beaucoup plus de chances d'avoir des ruptures. Donc, on est plutôt à se dire, on va avoir plusieurs fournisseurs de pommes à travers la France. Quand les producteurs sont en local et qu'ils ont des disponibilités en local, on va prendre en local. Par contre, si c'est plus possible en local, on le fait au national parce que la priorité pour nos clients, vu qu'on reste un grossiste, en fait, c'est une réponse au projet, mais à la fin, comme je disais, le client est roi. L'enjeu du client, en fait, c'est qu'ils veulent des produits de qualité, livrés rapidement, à des bons prix et pas de rupture. Et donc, nous, on doit vraiment répondre à ces enjeux-là au maximum. Donc, on a vraiment adapté le modèle du grossiste qui existait actuellement avec les enjeux du déclassé. Eric qui demande si la loi permet de vendre les produits hors normes. C'est-à-dire la loi qui permet de vendre les produits hors normes. On est tellement normé, normalisé en France avec tous les codes. Est-ce que ça vous pose des problèmes pour récolter? Tu parlais tout à l'heure de petits fruits, par exemple. Est-ce qu'il n'y a pas des contraintes légales qui font que... Bah, justement, il y en a vraiment très peu parce que le déclassé, comme je disais, en fait, les contraintes légales sont quand même extrêmement larges. D'accord. Euh, Comme la pomme, les pommes qu'on achète, elles vont de 110 à 270 grammes. Nous, on achète toutes les pommes qui font moins de 110 grammes et toutes celles qui font plus de 270 grammes. C'est déjà un énorme travail. Et après, en fait, il y a tous les défauts visuels qui ne sont pas du tout encadrés. Enfin, en fait, la loi, plutôt, c'est plutôt, je dirais, dans l'autre sens, la loi ne nous pousse pas assez parce que, en fait, il n'y a pas d'encadrement légal sur ce que ça veut dire un produit déclassé. Donc, par exemple, dans les marchés publics, euh, il n'y a pas de loi qui impose, par exemple, à prendre plus de produits déclassés, parce qu'en fait, c'est pas légalement reconnu par l'État. C'est d'ailleurs un de nos projets qu'on a un peu en tête, plutôt pour l'année prochaine. On aimerait bien se rapprocher, on a déjà échangé avec des cabinets plutôt liés à du lobbying, comme ont pu faire des personnes un peu un type Phoenix avec la loi AGEC, ils avaient travaillé sur réduire le gaspillage en magasin. Et ben, on pourrait peut-être travailler sur inscrire dans la loi Egalim un pourcentage d'approvisionnement avec des produits qu'on pourrait appeler moches, pour aussi faire changer les mœurs en consommation côté professionnel. Une, Bon, une dernière question une pour Thibaut. question, il y en a encore deux. Une question de Pascal. Vous avez réussi à vous insérer entre les deux méga acheteurs que sont l'industrie et la grande distribution. Y a-t-il un risque de vous faire étrangler avec une baisse continue des prix d'achat de la GMS et une volonté de monter le prix d'achat industriel pendant 2 3 ans? Bah, la partie industrie nous fait pas très peur parce que les prix sont tellement bas et ils ont aucun intérêt. En fait, la logique qu'on a, en fait, les prix qu'on est prêt à payer pour le déclasser, l'industrie n'ira jamais dessus. On peut pas passer, j'ai pris l'exemple de la pomme, de 25 centimes du kilo à 60 centimes du kilo, c'est intenable pour eux en termes de prix. Par contre, la grande distribution, effectivement, on pourrait se dire que c'est un risque, mais en fait, c'est pareil pour le métier de grossiste. On pourrait se dire pourquoi aucun grossiste ne le fait. En fait, tout le monde pourrait le faire, mais personne ne le fait parce qu'il y a plein de contraintes quand même énormes lié au projet. Je n'ai pas parlé de toute la partie tech qu'on a derrière. Donc, on a un outil spécial qui nous permet de gérer tous les flux qu'on a côté client. Pour vous donner un ordre d'idée, on a 600 articles. Donc, ça, c'est les produits qu'on a. Une pomme est un article. Et en fait, chaque article a un nombre presque infini de variantes. Parce qu'une variante, c'est le taille du colis, la provenance, le type de déclassement, la photo du produit, le jour d'arrivée du produit. Et donc, en fait, on arrive sur
On a, je crois, on a 4000 variantes actuellement différentes. Ça change en permanence. Et nous, on a vraiment créé ce système pour pas avoir de rupture où en fait on change ultra rapidement toujours de fournisseur. Par exemple, on peut acheter des pommes à un fournisseur, 2 jours après on change de fournisseur et 2 jours après on reprend l'ancien. Aucun acteur sur le marché avec qui on échangé est capable de le faire. Quand on échangeait avec Pomona, qui est le leader du marché en grossiste de fruits et légumes, pour référencer un fournisseur, et à Carrefour c'est pareil, hein, ils mettent 1 à 2 mois. Donc 1 à 2 mois et pour créer une nouvelle référence. Là où nous, on nous appelle, on l'achète dans l'après-midi. En fait, eux, ils ont créé un modèle qui est gérer des volumes faramineux, normés au maximum. Nous, c'est tout l'inverse, c'est toujours gérer des gros volumes, mais un modèle qui est le moins normé possible pour être le plus réactif possible. Donc c'est même dans le contraire à leur essence que d'aller dessus. En tout cas, c'est notre ressenti et qui se voit parce que quand j'échange avec les grossistes, ça ne pas le faire et quand j'échange de la grande distrie, vraiment, on est les relous de service à vouloir créer des références qui changent un peu tout le temps, quoi. Et Bon, une dernière question dernière rapide. question de Thaïs, tu disais que vous alliez dans le mur durant la première année, donc ça c'est juste avant Atypique en fait. Pourquoi? Avec Avec le modèle Agriagora, c'est ça? précédent, Avec le la modèle marketplace. précédent, ouais. En fait, le modèle précédent, ça marchait pas parce qu'en fait, on s'était pas rendu compte que euh, euh, en fait, donc il y a l'industrie et les clients qu'on ciblait qui étaient plutôt la restauration. L'industrie, la filière en France, elle est quand même assez bien gérée. Ils n'ont pas forcément besoin de déclasser. Donc en fait, le modèle de marketplace marchait bien avec l'industrie, mais c'est pas un modèle qui était intéressé par nous. Et nos clients qu'on voyait qui étaient plus intéressés, qui étaient plutôt la restauration, les commerces, etc., ils étaient super intéressés par le projet, mais ils disaient votre outil il est très bien, mais moi je veux être livré. Donc on s'est rendu compte que ben, ce qui manquait, c'était la couche logistique et qu'en fait, on était aussi pas assez réactif. Ça nous est arrivé plein de fois qu'un producteur mettait un produit, donc le chou, personne ne se positionnait sur le chou. 3 jours plus tard, quelqu'un nous contactait, on appelait le producteur, il disait bah non, j'ai déjà broyé mes choux là. Et en fait, c'est tellement un truc qui est rapide qu'il fallait acheter les produits dans la foulée. Donc on s'est dit bah, en fait, le mieux, c'est plutôt de faire l'inverse, d'acheter les produits et de pêcher côté client. Donc c'est ce qu'on a fait, on a acheté des produits, on a créé une mercurial digitale en ligne où les produits étaient disponibles en temps réel et dès qu'on a des produits disponibles, les clients les voyaient. Et c'est comme ça qu'on a fait ce switch opérationnel et qui a payé parce que c'est comme ça qu'on a eu cette croissance aussi forte et qu'on a réussi à convaincre nos clients. Et si vous grossissez beaucoup, vous allez réussir à garder cette agilité? Bah, c'est tout notre combat. On pense qu'on est capable, surtout qu'on est dans un métier de grossiste qui n'est pas du tout tech. Donc il y a très peu d'acteurs qui utilisent des solutions aussi, on va dire, innovantes que nous. Et c'est pas péjoratif, c'est des métiers qui sont un peu vieux comme le monde et qui ont des transitions assez longues. J'ai par exemple Pomona, je sais que quand ils ont changé de RP, ils ont mis 5 ans à changer de RP et le RP est déjà en retard sur la techno actuelle. Nous, on veut se mettre dans une dynamique où aussi c'est pas parce qu'on fait du fruit ligne déclassé qu'on va juste se mettre là-dedans. On veut être un grossiste tech et déclassé parce que on a aussi plein de contraintes qui sont associées au déclassé. On doit gérer beaucoup plus de clients parce que nos clients prennent moins de volume chez nous parce qu'on a un fournisseur complémentaire. On doit gérer beaucoup plus de fournisseurs, être beaucoup plus réactif. Donc on a vraiment beaucoup de chantiers pour travailler sur la tech. Mais ça, on y croit parce on voit tout ce qu'on est capable en interne. Donc on va y arriver. Bravo Thibaut. Et Super. quelle passion. Ça fait plaisir. Merci. Désolé, je parle un peu vite. Ah, Non, on y non, croit très bien. aussi, hein. On y croit aussi. Top. Merci à Allez, tous. on passe au colloque, super. Maxime. Allô, allô, Maxime, on t'entend pas? Maxime? C'est la Est-ce que vous marque du m'entendez? jour. Oui. Ah, là maintenant, oui. Ok, super. Eh bien, écoutez, bonsoir à tous. Ravi de vous rencontrer pour ceux que je ne connais pas. Donc, Maxime Durand, un des deux cofondateurs de Beyond Green et surtout ancien coloc de Thibaut. Je pense que c'est mon titre principal. Si ça vous va, je vais prendre la main sur la présentation. Ben, j'ai tes slides, donc tu me dis. Ce sera plus simple si je peux les passer en direct, ce sera plus fluide. Bah écoute, vas-y. Hop, je passe Essaye seconde à de... mon écran. Ça arrive. Alors attends, je remets la voix. Top, c'est là. Est-ce qu'on voit la Super. mienne? Moi, je vois toujours la mienne. Non, ça y est, on a celle de Maxime à l'écran là. Ok, eh ben allez-y. Arrête ton partage. Voilà. Ouais. Super, si on est bon. Eh bien, écoutez, mon parcours, moi, je vais remonter un peu plus loin que ce que Thibaut a fait. J'ai remonté au milieu de nos études. Moi, je n'étais pas spécialement engagé en faveur de l'environnement au début des études. Et c'est vraiment un moment très particulier, juste avant notre césure à l'ITEM, que j'ai vu le film Demain. Je ne sais pas si Ah certains oui. d'entre vous l'ont vu. Ce film, c'est le premier film
sur le réchauffement climatique. On ne disait pas juste c'est la merde, on disait c'est la merde, mais il y a des solutions. Et ce film-là, moi, il m'a beaucoup inspiré parce que ces solutions, elles étaient portées par des citoyens. Ce n'était pas que les politiques ou les grands groupes qui venaient avec des solutions par rapport au réchauffement climatique, mais c'était bien tout un ensemble de citoyens, de particuliers qui pouvaient le faire. Moi, je me suis vraiment identifié, je me suis dit, mais en fait, moi aussi, je peux faire ça. Et donc, à l'époque, j'avais, je pense, 18 ans. Et c'est à ce moment-là qu'avec un copain d'école, Alex, qui est aussi italien, on s'est dit qu'on allait partir, nous, en césure. Donc, on a pris 2 ans pour aller explorer le développement durable à travers différents stages, expériences à travers le monde. La première d'entre elles, pour moi, c'était les Philippines, où je suis allé dans une ONG qui était sur les sujets d'alimentation durable et qui avait un incubateur à entreprise sociale. Ça m'a énormément inspiré de voir plein de jeunes finalement se lancer sur des projets agricoles qui nourrissaient mieux la planète, euh, tout en rémunérant bien les producteurs, leur entourage. Et moi, c'est vraiment ce déclic-là de me dire, en fait, ma vie, ça va être ça, c'est d'être entrepreneur social, de pouvoir créer une société qui pouvait positivement impacter euh, l'environnement et notre société commune. J'ai connu cette césure en partant dans les biomatériaux à Toulouse dans le bâtiment, puis j'ai continué à Paris dans le coaching pour entreprises sociales, et j'ai terminé avec une expérience très spéciale, celle d'intrapreneuriat, et notamment avec une société qui s'appelle Cartent, une société néerlandaise dont j'ai monté la filiale France. Cartent fait des solutions zéro déchet pour les festivals, notamment. C'est en carton, vous voyez là. Il faut savoir que les tentes lors des festivals en plastique origine Chine sont jetées à 80%. C'est qu'une tente sur 5 qui survit à un festival. Donc, en fait, on venait remplacer ces tentes jetables en plastique par des tentes recyclables en carton. Il y avait une empreinte carbone beaucoup plus faible. J'ai fait ça pendant 1 an et demi en parallèle des cours quand je suis revenu. Et sur la toute fin des études, on réfléchissait avec Stéphane, notre Italien de notre promo avec Thibaut, sur c'était quoi la suite. Et en fait, on voyait tous nos copains partir dans des grands groupes, et c'était vraiment pas du tout ce qu'on voulait faire. On avait vraiment cette envie de pouvoir avoir un impact positif sur la société et sur l'environnement. Et au moment où on se posait la question de, bah, finalement, c'est quoi la suite? J'ai mon grand-oncle André, vous avez là en photo, qui était agriculteur en Bretagne et qui a voulu passer en bio. Passer en bio, ça a plein de positifs pour un agriculteur. C'est meilleur pour sa santé à lui, pour celle de sa famille, celle des populations rurales, celle des consommateurs. C'est meilleur pour ses sols, pour l'eau, pour la biodiversité. Et c'est même meilleur pour l'économie parce que ça crée en moyenne 50% d'emplois en plus. Malheureusement, passer en bio, c'est aussi très compliqué pour un agriculteur. C'est ce qu'on appelle la conversion biologique. 3 ans durant lesquels l'agriculteur il a toutes les contraintes de cultiver en bio, mais pas les avantages. Donc, pendant 3 ans, pour lui, c'est extrêmement compliqué d'arriver à se rémunérer. Et mon grand-oncle n'a pas réussi. Au bout de 2 ans, en fait, il a dû tout arrêter. Financièrement, c'était trop compliqué. Il a dû revendre la ferme et se reconvertir en tant que chauffeur routier. C'était un vrai traumatisme de se dire, mais comment c'est possible, dans le contexte écologique actuel, qu'un producteur qui veut faire le bien ne puisse pas aller au bout de sa démarche. Et donc, nous, avec Stéphane, c'est de là qu'on est parti en se disant, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ces producteurs-là? Qu'est-ce qu'on peut faire pour finalement rémunérer bien les producteurs durant cette étape de transition vers une agriculture plus durable? Et j'ai l'impression qu'il y a un petit bug de slide. Hop. Et donc, nous, c'est là qu'on a démarré sur les marchés. Très concrètement, on n'a pas fait, contrairement à beaucoup de centraliens, quelque chose d'extrêmement innovant. Ce qu'on a fait, c'est simplement acheter des fruits et légumes en conversion biologique à un prix juste et aller sur les marchés lillois pour juste expliquer aux consommateurs. Chers consommateurs, regardez, il y a des producteurs en conversion qui vont vers un modèle plus durable, on va tous en profiter. Malheureusement pour lui, c'est très compliqué, c'est très coûteux. Comment est-ce que vous pouvez l'aider? Bien, simplement acheter un de ces petits produits, rémunérer le bien, et comme ça, on est donc profiter d'un bon produit et le producteur derrière peut être accompagné. Euh, on faisait ça, nous, tous les week-ends, à côté des cours. Donc, Thibaut en a parlé tout à l'heure, mais être étudiant entrepreneur, c'est quand même pas évident. On avait les cours la semaine, un petit boulot le soir, le week-end, le midi, et en plus, tous les samedis, dimanches, à 5 heures, on était sur les marchés. C'était une année très compliquée en termes de sommeil, de charge mentale, etc.
Et on s'est vite rendu compte avec Stéphane que c'était pas comme ça qu'on allait pouvoir accompagner tous les agriculteurs français dans leur transition agricole et qu'il fallait trouver autre chose. Et c'est là qu'on a fait le choix, nous, d'aller en magasin et donc de créer une marque qui pouvait finalement rémunérer bien les producteurs d'un côté et de l'autre donner envie aux consommateurs de les soutenir. Et donc c'est là qu'on a créé notre première marque, Bio Demain. Vous avez les premiers packaging là, qui viendra par la suite pour demain. Très concrètement, cette marque, de manière très simple, d'un côté, on achète des fruits et légumes à des producteurs en conversion biologique qu'on va miner en moyenne moitié plus en conventionnel. On s'occupe de transformer leurs produits, donc on gère toute la partie recettes, étiquetage, supply chain, communication et distribution à travers la grande distribution et les magasins bio jusqu'au consommateur final. Notre marque pour demain, on l'a développée de 2019 à 2021 en magasin bio spécialisé. Et tout comme les marchés, on s'est rendu compte que les magasins bio, en fait, c'était trop petit. C'est pas possible d'accompagner autant de producteurs que ce qu'on le souhaitait uniquement en magasin bio. On a fait le choix de créer une seconde marque qui s'appelle Transition. Vous avez ici une petite photo de nos premières campagnes de com. Transition fait la même chose, mais le fait en grande distribution. Avec cette marque-là, c'est ta question tout à l'heure, Geneviève, on est rentré dans toute la grande distrie. Vous franchissez le pas de la porte du magasin d'à côté, vous me trouvez. Carrefour, Leclerc, Intermarché, U, on est partout. Et cette marque-là nous a vraiment fait décoller. On est passé de quelques dizaines de producteurs accompagnés par an à aujourd'hui plus de 700 producteurs qu'on a accompagnés depuis le début de l'aventure. En fait, ça allait très vite. On a passé un gros cap de chiffre d'affaires. On a beaucoup pu recruter. Aujourd'hui, on est un peu plus d'une trentaine de collaborateurs au niveau de l'entreprise. Et ça nous permet donc d'avoir un vrai impact sur les agriculteurs, de bien les rémunérer et de faire vraiment du volume derrière en termes de quantité. En 2024, on a eu l'enjeu de se dire, mais c'est quoi la suite? Super, on a deux marques, une en magasin bio, une en grande distribution qui fonctionne. Et finalement, qu'est-ce qui se passe derrière? La plupart des entrepreneurs des marques alimentaires, ils vont revendre à un grand groupe. C'est la sortie classique parce que vivre en tant que petite marque, c'est très compliqué. Toutefois, nous, on se disait que revendre à un grand groupe, ça n'avait aucun sens. Comment être sûr que le grand groupe derrière allait pérenniser notre impact? Comment s'assurer qu'il allait continuer à bien rémunérer les producteurs et les accompagner dans des méthodes plus durables? En fait, on ne pouvait pas. Donc, on a fait le choix, nous, de devenir Beyond Green, le groupe de marques spécialistes de la transition agricole. Et donc, aujourd'hui, notre ambition à nous, c'est de pouvoir proposer à chaque consommateur, dans chaque moment de consommation, une alternative durable aux produits de grandes marques industrielles, multinationales, qui sont délétères pour l'environnement et pour la santé. Et donc aujourd'hui, on a cette vocation de pouvoir continuer à créer une nouvelle marque pour toucher de nouveaux consommateurs à travers différents circuits, différents moments de consommation, à travers un marketing aussi différenciant qui peut toucher tout un chacun. Et donc la nouvelle pierre à l'édifice qu'on vient tout juste de lancer, c'est Vivant, une marque de jus de fruits hyper gourmand qui protège la nature. Concrètement, pour chaque jus acheté, c'est 0,6 mètres carrés de terre que nous, on protège chez nos producteurs, où on investit sur des pratiques qui sont excellentes pour la biodiversité. Et tout ça, ça nous permet, nous, d'un côté, d'accompagner les producteurs à travers différentes formes de transition, et de l'autre côté, des consommateurs qui se retrouvent dans l'une ou l'autre de nos marques, suivant l'argumentaire qu'on met en avant, suivant le positionnement prix, le positionnement marketing qu'on peut avoir. Et tout ça nous permet d'aller toucher l'ensemble des consommateurs français, c'est l'objectif à terme, et leur proposer une alimentation plus durable. Donc aujourd'hui, on est un groupe Beyond Green qui a une mission, accompagner l'agriculture durable, et qui fait ça à travers trois marques. Chacune des marques a un objectif en termes de clientèle visée. C'est vraiment ça qui vient structurer le positionnement de chacune. Donc aujourd'hui, on a accompagné un peu plus de 700 producteurs dans leur transition. On est une trentaine de collaborateurs. On double du CA à peu près tous les ans. On est présent en magasin bio, en grande distribution, en restauration hors foyer, comme Thibaut, dans toutes les restaurations. L'objectif pour nous, c'est vraiment de devenir le Danone de l'agriculture engagée. On a encore un petit bout de chemin à faire, mais on avance bien. Et je vois qu'il y a eu pas mal de questions, donc je vais les Oui, prendre si vous voulez.
Il y a en particulier, attends, Pascal qui est très intéressé par la discussion, qui est preneur de l'enregistrement. Pascal, tu l'auras à disposition sur le site de l'association. Oui, Euh, je partage vite fait avec l'équipe. Moi, je suis venu parce que le thème m'intéressait, vraiment oui. par hasard, mais je suis impressionné par les témoignages. Bravo, c'est passionnant. Et oui, et c'est chaque mois comme ça sur un thème différent. Donc, Ah oui, ben voilà, super, super, il est temps, de hein, savoir désormais. autour de toi et rejoins-nous chaque mois là Ouais, ouais. entre octobre et mai en général. Mm. On, on a ces séances, oui. Donc là, il y a un appel à contact, Maxime, là, de Pascal, qui a laissé ses coordonnées dans le chat, là. Donc, tu pourras récupérer ça euh, Carrément, c'est avec, noté. avec le replay. Moi, j'ai une question. On parle actuellement énormément des négociations avec la grande distribution. C'est en plein dedans, ça doit se terminer samedi, si j'ai bien compris. Vous êtes comment là-dedans? Ils jettent un œil bienveillant sur une belle entreprise de développement durable ou vous passez à la casserole comme tous les autres? Euh, non, c'est pas très drôle, on va pas se le cacher. On reste une petite boîte sociale, donc je pense que c'est plus sympathique avec nous qu'avec avec des grands groupes. Malgré tout, les négos en grande industrie, c'est des mecs qui vous insultent, qui vous dégradent, qui sont humiliants, qui cherchent la pression sur vous par tous les moyens personnels et professionnels qu'ils ont à leur disposition. Donc non, ça reste quand même un monde, euh, je ne saurais décrire de manière positive. Oui. Même si, je tiens à Et sur les préciser, il y a prix, quand même des gens super sympas à l'intérieur, donc faut pas te mettre tout le monde dans le même panier. En tout cas, les négociations et les acheteurs, c'est quand même pas très drôle. mais pour vous, ça peut vous mettre en danger sur le plan du modèle économique? Oui, mais comme tout fournisseur de la grande distribution, j'ai envie de dire, Ouais. demain, Danone, il se fait déréférencer de l'ensemble des distributeurs, bah, ça le met en danger aussi. Donc, ça reste, oui, ça reste des moments qui sont cruciaux et qui sont engageants pour nous. D'ailleurs, Thibaut parlait tout à l'heure de retrouver la rentabilité cette année. Vous êtes dans la phase rentable ou pas encore? Pas encore. Nous, comme Thibaut était rentable au tout début, on a fait le choix de se mettre en non-rentabilité pour investir. Ouais. On est dans un milieu ultra concurrentiel avec des multinationales qui ont des volumes monstrueux. Et en fait, on avait l'enjeu, nous, de pouvoir bien se positionner côté consommateur pour créer un premier flux de volume et intéresser les consos. Et de l'autre côté, la juste rémunération des producteurs, eh bien, ça a un coût. Donc, on avait historiquement des marges extrêmement faibles, proches de zéro, qui sont fortement augmentées petit à petit. Donc là, on s'approche à très grands pas de la rentabilité qu'on devrait atteindre l'année prochaine. Et avec des perspectives de croissance encore. Alors, et j'ai une sous-question en parlant de croissance. On entend parler des difficultés du bio et donc de plus en plus d'agriculteurs qui renoncent à la conversion bio, alors qu'il y a quelques années, c'était en croissance, j'allais dire infinie presque. Est-ce que le fait qu'il y en ait beaucoup moins qui veuillent passer en bio, parce que le marché s'est effrité beaucoup, fait que vous avez beaucoup moins donc d'agriculteurs qui sont en transition? Mm. Le marché bio traverse effectivement une crise importante. Là, il s'en remet. On est reparti en croissance là depuis le début d'année. Donc, il semblerait qu'on en sorte et donc que ça va relancer des conversions. Il y a eu très peu de déconversions. On en parle beaucoup et ça fait un gros tabac médiatique parce que forcément, ça fait du bruit et c'est facile à brander comme histoire. Mais en vrai, on est à 2% de déconversion actuellement par an. On était à 1,25 avant la crise. Donc, c'est pour dire l'ordre de grandeur. Oui, certes, ça a augmenté, mais ça reste très faible. Donc nous, oui, on est touché. Oui, c'est une filière, on ne s'est pas lancé alors qu'on aurait voulu se lancer. Par exemple, le lait. Mais c'est, ça reste gérable. Parce que au niveau de volume, aujourd'hui, je veux dire, on n'est pas non plus une multinationale encore. On fait des volumes qui restent carrément absorbables par quelques dizaines, centaines de producteurs. Donc, c'est pas vraiment un sujet, nous, les volumes d'approvisionnement. Notamment parce qu'on reste les meilleurs rémunérateurs sur la conversion. Tout le monde veut bosser avec nous. C'est pas compliqué de trouver des producteurs. Ah oui, d'accord. Ouais.
Est-ce que vous allez au salon de l'agriculture? On y est, ouais. On y est Oui. bien. Et ça se passe très bien. On a fait des records de vente, donc on est très content. On est au hall 2.1, stand E028. Si certains veulent passer, c'est avec plaisir. Bravo. Maxime pose, pardon, pas Maxime, Alexandre pose une question sur la fabrication des produits. Est-ce que c'est internalisé? Est-ce que vous sous-traitez? Et puis la question de la rentabilité, je viens de la poser. Ouais, on sous-traite tout. L'enjeu pour nous, c'est qu'on a une gamme de produits très large qui va de la soupe au jus de fruits en passant par les conserves, la farine, les pâtes, le miel. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Enfin, on a vraiment une gamme très large, donc je ne pourrais pas tout internaliser. On a le choix d'une gamme grande et de ne pas transformer nous-mêmes. La transformation, c'est la prochaine étape. C'est au moment où on a des volumes assez grands sur une famille de produits, on rachètera ou en tout cas on en sorte d'avoir l'outil en interne. Idem pour la logistique. Oui, ça sont deux Euh, aventures. et je vois un petit message de Pascal sur l'image de la grande industrie, pas très positif que je peux donner. Je parle vraiment des négos. Je pense que la grande industrie, notamment sur la méritocratie, la progression des jeunes, la formation, ils font plein de choses Non, mais qui? vraiment très bien. Mais en tout cas, sur les négos, oui, Maxime, c'est avec plaisir. En tout cas, moi, j'apprécierais avec plaisir de partager avec toi les leviers que j'ai utilisés pour, étant acteur de niche également dans la distribution, comment j'ai réussi à changer un peu la description que tu fais là de l'achat brutal des grandes marques. ouais, carrément. Bah, écoute, Mais avec plaisir. voilà, et j'ai connu pire depuis donc, et largement pire. Très bien. Bah, écoute, bon courage pour ça, ça doit pas être très drôle, alors. Alors, Thaïs qui demande s'il est possible d'avoir plus de détails sur la marque Vivant. Pas d'engagement au niveau de ce qu'il y a dans les barquettes de jus, mais seulement dans la protection de la biodiversité au niveau des terres agricoles. Ouais. Vivant l'engagement, c'est 100% jus de fruits, pas additif, pas de conservateur, pas de sucre ajouté, pas d'eau qui coupe le jus de fruits. Euh, donc on est rien que pour ça dans le 5-10% des vrais jus de fruits qui sont en rayon. Premièrement. Deuxièmement, très grande majorité de produits d'origine France, 75%. Là, on passe dans le top 1%. Derrière, c'est que des produits qui viennent de terres agricoles, soit en bio, soit en agroécologie. Et dernier engagement, c'est l'aspect biodiversité. C'est ce 0,6 mètres carrés de terre sur lesquels on protège la nature. Cet engagement-là, c'est auprès de nos producteurs sur lesquels eux viennent s'engager à planter des haies, mettre des ruches, des nichoirs pour oiseaux, arrêter les produits chimiques sur cette zone-là, mettre des bandes fleuries. C'est un ensemble d'actions qui permettent de recréer de la biodiversité, notamment au niveau du premier niveau de la chaîne alimentaire, tout ce qui est insectes, et au niveau du deuxième niveau sur les petits rongeurs. Et tout ça, ça recrée de la biodiversité parce que c'est comme ça qu'on réintroduit petit à petit l'ensemble de la chaîne alimentaire qui a quasiment totalement disparu dans nos campagnes aujourd'hui. Question marketing d'Emmanuel. Comment faites-vous connaître vos marques? Communication 360, relations presse. Donc on est dans beaucoup de médias. Là, on était sur France 3 il y a quelques jours, M6 il y a une semaine, Radio Chrétienne demain. Donc voilà, il y a pas mal de médias qui parlent de nous. Donc la presse, l'événementiel. On pourrait salon de l'agriculture, donc on en fait une quinzaine par an, salon dans ce genre-là. On a les réseaux sociaux, évidemment. Je crois qu'on a plus de 50 000 abonnés, tous réseaux confondus, euh, qui nous suivent. Tout ce qui est médias, les affichages médias physiques, tout ce qui est affichage métro, station de bus, pancarte et compagnie. Et après, tout le marketing en magasin, la promotion, clairement. Vous allez en magasin, vous voyez une promotion à -30, bah, ça fait connaître le produit, ça le met en avant. Toutes les mises en avant qu'on peut faire en magasin, on met des tracteurs en magasin avec des produits dessus, donc, très visibles. Donc voilà, un ensemble de leviers 360 en magasin et hors magasin. Et toi, à titre perso, là-dedans? Moi, donc, je suis le fondateur et directeur général. Donc moi, je pilote l'ensemble des sujets vente, marketing, communication et j'ai les corps de ressources humaines et financement de mon côté.
Stéphane, mon associé, lui, il est sur les sujets amont, donc produits, supply, et en transverse, il a toute la partie comptabilité, qui n'est pas la partie la plus évidente. Est-ce que ta formation à l'ITEM t'a aidé? Oui, je pense qu'on acquiert deux choses fondamentales pour entrepreneur à item, c'est apprendre vite et savoir présenter. Et ça, pour le coup, je pense que ça nous a beaucoup aidé parce qu'on n'y connaissait rien à l'agroalimentaire, on n'y connaissait rien à la grande industrie, on a tout appris sur le tas avec Stéphane. Et de l'autre côté, je pense que ça nous a beaucoup aidé à savoir structurer notre pensée, bien la présenter pour aller convaincre investisseurs, distributeurs, agriculteurs. Et là, je pense que c'était une grosse force pour nous. La partie ingénieur, je ne vous cache pas que ne sert pas vraiment au quotidien, mais je pense que dans la structuration de la pensée, malgré tout, ça reste important. Maxime, ça a servi quand même. Faut dire la vérité. En vrai, ça a servi à bien réfléchir. À bien Ouais. réfléchir, mais aujourd'hui, d'ailleurs, on ne touche pas aux matières type tout ce qui est électronique, ondes, bâtiments qu'on a pu apprendre. C'est vrai que ce pas des choses qu'on pratique du tout. C'est comme dans beaucoup de métiers d'ingénieur, hein, je vais te dire. Bon, moi j'ai fait la moitié de ma carrière comme DRH. C'est pareil, la technique, je l'ai pas vu beaucoup pendant cette période-là, oui. Mm. Par contre, la structuration de la pensée, c'est clair que c'est Absolument. un avantage qu'on C'est apprend là. fondamental, oui. Et on l'entend dans toutes les interventions, tous le disent, oui. Euh, Une dernière question, Jean-Pierre. de Nicolas, la dernière question de Nicolas, est-ce que les producteurs sont uniquement français? Tu as répondu un peu. Comment vous validez qu'ils sont en phase avec vos valeurs et vos attendus? Ah, tiens, c'est une bonne question, ça. Nos producteurs, Oui, ils sont tous audités et certifiés, soit en conversion biologique, soit sur les sujets d'agroécologie par une asso externe qui nous fournit des notations très précises. Là-dessus, en fait, on a des partenaires externes et certifiés par l'État qui nous permettent d'avoir des infos très sûres par rapport à ouais, des boîtes type EcoCert et tout ça, oui. exactement. Bureau Veritas et compagnie. Ouais. Voilà, et bien encore Merci. une intervention très, très inspirante. Euh, Bravo, Maxime. merci à toi, Maxime. Reste là, tu es bienvenu pour intervenir après sur la présentation de Félix. Félix, à toi la parole. Alors, avec mon micro et ma caméra, ce sera mieux. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui, Oui, parfait. Super. Et ben, je vais partager aussi mon écran. Comme ça, vous verrez. Alors, est-ce que tout le monde voit un champ de carottes avec deux personnes sur une machine un peu étrange? oui. Oui, il y en a qui font la sieste, là. C'est ça. Alors, ça, c'est la blague que tout le monde nous fait à chaque fois, mais Je suis croyez-moi, désolé une de fois la qu'on est faire, je pouvais pas. sur ce type de machine, ça charbonne dur. Donc Félix Gaulier, diplômé de Centrale Lille en 2018. L'histoire de Romanesco, donc l'entreprise que j'ai cofondée avec mon frère Basile, qui a 3 ans de moins que moi, remonte à 2017. Alors ça c'est la petite partie un peu storytelling, on va dire. On a fabriqué lors de l'été 2017 pour un oncle maraîcher, donc Gaëtan qu'on voit à droite sur la photo que vous avez sur vos écrans. Donc le maraîcher en Normandie, un lit de désherbage, c'est ce que vous voyez là. Alors là, c'est la version qui est pas tout à fait finalisée. On avait quand même rajouté des petits coussins pour la tête pour pas avoir une barre de fer en plein milieu du fond. Notre oncle est maraîcher, diversifié, et donc agriculteur en bio. Donc ça rejoint les présentations de Maxime et de Thibaut. Voilà, félicitations d'ailleurs pour vos présentations qui étaient très complètes et très instructives. Donc cette présentation s'inscrit dans la foulée. On monte encore un petit peu plus à la source. Et là, donc on a un besoin de la part des agriculteurs et notamment des maraîchers. Donc les maraîchers, voilà, qui produisent en gros les légumes qu'on retrouve sur les marchés notamment. Un besoin de faciliter certaines opérations manuelles. Et donc on avait développé pour notre compte un lit de désherbage, donc qui permet de travailler allongé et de faire du désherbage de carottes, qui est le désherbage un peu le plus minutieux à faire dans le domaine, de façon plus ergonomique sur des lits en étant allongé. Donc on est allongé sur la machine, elle avance tout doucement avec des moteurs électriques sans bruit et ça permet de ne pas travailler, d'éviter des positions de travail à genoux ou courbées en avant qui sont très inconfortables.
Donc en 2017, avec mon frère Basile, voilà, on aime bien bricoler à deux, on joue au Lego quand on est tout petit. Là, on lui fabrique ce premier lit de désherbage. Et puis ensuite, donc je suis diplômé. Alors j'ai fait une alternance en dernière année quand j'étais en génie des systèmes de production à Centrale Lille chez Renault. Donc ça m'a permis de voir un peu l'ambiance et le fonctionnement d'un très grand groupe. Puis ensuite, j'ai travaillé pendant 2 ans dans une PME en région parisienne qui faisait de la production de nanoparticules. Et là, ça m'a permis voilà, de découvrir plus le côté PME, petite entreprise, de voir que c'était voilà, il y avait différentes façons de s'organiser entre un très grand groupe et une PME d'une dizaine de personnes. J'ai ensuite du coup effectué un VIE d'une petite année en Malaisie. Euh, voilà, donc ça m'a permis de voir d'autres choses, on va dire, dans l'industrie, d'autres façons de produire, de s'organiser pour une entreprise. Et au retour de la Malaisie, donc en 2021, il y avait voilà un peu une fenêtre de tir, on va dire, pour se lancer dans une aventure entrepreneuriale avec mon frère. Ça faisait quelques années qu'on y pensait déjà. Mon frère terminait à l'époque tout juste ses études, et donc on s'est dit voilà qu'il y avait une fenêtre de tir pour se lancer. On a réfléchi du coup à plusieurs projets d'entreprise qu'on pouvait imaginer dans lesquels se lancer. Et on est revenu sur cette problématique de lit de désherbage qu'on a fabriqué pour notre oncle et on s'est dit qu'il y avait sûrement quelque chose à creuser là-dedans. Et c'est ce qui nous a amené à poursuivre dans cette direction. Donc en fin 2021, début 2022, on s'installe à Saint-Malo avec mon frère et nos femmes qui avaient réussi à trouver du travail dans le coin. Et on développe on a beaucoup échangé avec les maraîchers des alentours de Saint-Malo, parce que nous, à part notre oncle qui est maraîcher, sinon on n'est pas du domaine agricole à la base, pour essayer de mieux comprendre quels étaient leurs besoins, comment ils travaillaient, avec quels outils ils travaillaient. Alors en fait, d'un regard extérieur, on dit que tous les agriculteurs sont identiques et voilà, ils conduisent des tracteurs, ils font globalement tous la même chose. Et en fait, quand on creuse de l'intérieur, on voit que voilà, entre un producteur de céréales dans la Beauce qui a plusieurs centaines d'hectares, un petit maraîcher très diversifié qui a moins d'un hectare de culture, enfin, c'est des métiers vraiment complètement différents qui n'ont rien à voir. Et au sein des maraîchers, donc ceux qui sont les producteurs de légumes diversifiés qu'on retrouve sur les marchés notamment, on observe même une grande diversité une diversité de typologies d'exploitation. Donc on en consulte un grand nombre dans les environs de Saint-Malo pour finalement établir le cahier des charges et essayer de cerner la machine de leurs rêves, on va dire, qui leur permettrait de soulager leur travail. Voilà, parce qu'il faut savoir que les maraîchers passent à peu près en moyenne la moitié de leur temps à genoux dans leur champ, que ce soit pour la plantation, le désherbage ou la récolte. Et là, donc sous vos yeux, vous avez le premier prototype qu'on a réalisé dès le printemps 2022. Donc le but, en fait, avec Basile, on voulait très rapidement fabriquer un premier prototype, le tester dans les champs chez les maraîchers avec qui on avait établi le premier cahier des charges, pour arriver le plus vite possible à une solution opérationnelle. Voilà. Comme Thibaut, j'ai pu bénéficier du chômage pendant 2 ans suite à ma première expérience professionnelle. C'est vrai que ça a été un véritable soutien et une grande aide pour le développement, parce qu'effectivement, pendant notre cycle de R&D initial, qui a duré voilà entre 1 an et demi et 2 ans pour le gros de la R&D au début, ça assurait une rémunération voilà qui permettait de s'engager sereinement dans ce projet-là. Et c'est vrai que si je l'avais pas eu, ça aurait peut-être été différent. Été 2022, on fait les tests de l'enjambeur du coup. On note tout ce qui va pas, tout ce qu'il faut améliorer. Et à l'automne 2022 et tout début 2023, on sort une deuxième version de l'enjambeur Romanesco. Donc là, c'était dans notre premier atelier qui faisait 80 mètres carrés. On a assemblé du coup la première version, on va dire, de l'enjambeur quasi définitif. Pour le présenter début 2023 au CIVAL. Donc nous, c'est notre grand rendez-vous annuel, c'est le salon des techniques de production végétale spécialisée, donc notamment le maraîchage. C'est un salon professionnel, donc il est peu connu du grand public, mais voilà, tous les maraîchers en France qui cherchent du matériel pour faciliter leur quotidien vont participer à ce salon.
Donc on a été exposant il y a 2 ans déjà. On faisait là en janvier notre troisième participation à ce salon. Et on a reçu une médaille pour l'innovation, une médaille d'argent qui nous a apporté une bonne reconnaissance dans le milieu. En 2024, enfin 2023 et 2024 du coup, donc il y a un peu plus de 2 ans, c'était le début de notre commercialisation. Enfin, on a lancé la commercialisation, donc voilà, il y a 2 ans maintenant. On est passé d'une activité 100% R&D à une activité de production et de commercialisation. Donc mon frère, au fur et à mesure avec mon frère, on s'est un peu réparti les différentes tâches. Pour ma part, tous les deux, on a continué à gérer la partie R&D. Mon frère, qui a fait des études un peu plus en robotique et en informatique, a vraiment pris la main sur la partie programmation de la machine. On a notamment une caméra qui permet d'asservir la machine et donc de la guider de manière autonome sur le rang, qui permet aux conducteurs, aux utilisateurs de la machine de se concentrer à 100% sur leur opération sans avoir à guider la machine, ce qui est aussi un gros gain par rapport au tracteur. Et moi, je me suis occupé du volet commercial en parallèle. Donc ça, c'est une formation un petit peu sur le tas parce que j'avais pas de connaissances particulières dans ce domaine-là à la base. Et je me voyais pas non plus commercial il y a 3 ans, mais voilà, de fil en aiguille, on se découvre je sais pas si je vais dire de nouveaux talents parce que je suis peut-être pas le plus talentueux dans ça, mais de nouveaux domaines, voilà, au quotidien. Donc actuellement, on a déployé 16 enjambeurs à travers toute la France. Voilà, donc ça c'est une petite photo. On a l'habitude de prendre une photo des clients devant leur investissement au moment de la livraison. En bas à droite, vous avez une petite carte du coup qui localise les enjambeurs déployés à ce jour en France. Donc majoritairement dans le Grand Ouest, mais il faut savoir que le premier enjambeur qu'on a vendu c'était dans les Vosges et le deuxième c'était à Montpellier. Donc on a de par les salons auxquels on a participé, on a eu une portée assez nationale directement. Donc aujourd'hui, un peu plus de 15 machines mises en service. On a une équipe de 6 personnes aujourd'hui. Donc on s'est agrandi au niveau de la production, où on se structure pour avoir une production de plus en plus industrielle, rationalisée. On continue à faire de la R&D. Donc en fait, le châssis ne bouge plus tant que ça, mais la machine a un couteau suisse en fait où on peut monter différents modules. Si je reviens ici, on voit qu'on peut travailler en position allongée en haut à gauche, en haut à droite, on peut être assis pour faire du repiquage en position assise. On a aussi la possibilité de faire du binage. Donc là, ça va être travail mécanique du sol. Donc on passe des lames dans le sol pour faire du binage au plus près des cultures. Et après, tout un volet manutention et récolte en mettant des fourches de manutention. Donc ça, c'est les modules principaux. Et on continue d'élargir notre catalogue, toujours en étant le plus possible à l'écoute des maraîchers sur le terrain. Donc on continue cette phase de R&D. Et puis d'un point de vue commercial aussi, le but c'est de se faire connaître de plus en plus et de déployer l'innovation à travers toute la France. Et puis on espère d'ici 1 à 2 ans commencer à vendre dans les pays européens, au moins frontaliers dans un premier temps. Et donc voilà, donc tout le volet commercial, communication, marketing qui est aussi très intéressant, dans lequel on se développe également. Donc on a des questions, des réflexions sur comment faire connaître l'innovation. Est-ce qu'il faut passer par il y a des influenceurs même dans le maraîchage, payer ses services d'influenceurs. On fait du référencement de maraîchers, des campagnes, des emailing ciblés. Après on fait du phoning ciblé aussi. On passe par des démonstrations terrain. On va organiser des démonstrations. Ça peut être en coopération avec les chambres d'agriculture par exemple. Donc là, tout l'enjeu, c'est de cibler quelles actions on met en place. Il y a des actions qui coûtent très cher, comme des démonstrations individuelles auprès de maraîchers qui sont intéressés et qui n'aboutissent pas forcément sur des achats, des ventes derrière. Donc il y a aussi toute une réflexion qui est intéressante, finalement un peu une ingénierie des ventes derrière. Donc on est aujourd'hui une équipe de 6 personnes. On est une entreprise rentable qui vit de la vente de ces produits. Donc ça nous permet aussi d'être assez libre dans l'orientation qu'on donne au développement R&D, au futur développement. Même si du coup on n'a pas une croissance exponentielle non plus parce que on produit aussi des machines et pas des applications sur téléphone. Donc c'est vrai qu'il y a c'est pas très scalable comme on dit.
Mais voilà, mais on est en train d'augmenter aussi nos capacités de production industrielle. Là, on est actuellement dans des locaux, on a 200 mètres carrés à peu près, on est en location, et on est en train de faire construire un bâtiment à l'entrée de Saint-Malo de 500 mètres carrés, ce qui va nous permettre d'augmenter aussi nos capacités de production, d'être mieux installés, et puis de pouvoir suivre cette croissance, voilà, cette croissance régulière et sereine, je dirais. Voilà, donc merci pour votre attention. Et puis si vous avez des questions, je pense que il y a plein de choses que j'ai pas commentées sur l'entreprise, donc je ferai un plaisir d'y répondre via vos questions. Une question de Thibaut. Merci beaucoup pour cette présentation. C'est quelque chose d'extrêmement original. Thibaut pose la question pour la partie maintenant. Est-ce de votre côté ou côté client? Et Eric qui demande comment gérez-vous la partie entretien maintenance garantie? Alors tout à fait, bah ça c'est un vrai sujet quand on produit du matériel industriel qui en plus est soumis à de rudes conditions, parce que les maraîchers s'en servent toute l'année dans des champs pleins de gadou en gros, parfois même sous les intempéries. Donc déjà on a essayé de faire un produit qui soit le plus fiable possible. Le produit s'est fiabilisé aussi lors des premiers déploiements, donc en fait c'est aussi une chance de ne pas avoir déployé 100 machines d'un coup sur le terrain. C'est que voilà, avec les quelques premières machines qu'on a déployées, on a eu des retours. Voilà, par exemple au début c'était la télécommande de la machine qui prenait l'eau parce qu'il y avait des soucis d'étanchéité. Ça nous a permis de faire des correctifs et de ne pas avoir à faire des correctifs sur une flotte entière de par exemple 100 machines déployées sur le terrain. Donc on a fiabilisé, robustifié la machine comme ça au fur et à mesure. Ensuite, on a essayé de prendre un maximum de composants sur étagère. Donc le châssis est sur mesure, bien entendu, mais après tout ce qui va être batterie, moteur, carte électronique, on a essayé d'acheter le plus d'approvisionner le plus de composants qui soient fiabilisés, déjà éprouvés. Et ensuite, pour tout ce qui est maintenance, donc comme c'est une machine électrique, si on a des pannes, ça touche souvent au logiciel, donc c'est difficile de déléguer la maintenance. Il y a un réseau de concessionnaires agricoles, par exemple pour les tracteurs, les machines agricoles qui sont plus répandues sur les territoires. Mais nous, de par l'architecture électronique et puis la diffusion des machines à travers le territoire, pour l'instant, c'est pas intéressant de former des distributeurs en local, parce qu'en fait, ils auraient maximum une ou deux machines sur lesquelles ils pourraient intervenir dans leur périmètre, parce que c'est des concessionnaires qui ont un périmètre assez. Chaque concessionnaire a sa zone de chalandise. Donc on assure tout ce qui est maintenance et réparation en direct. Et donc on a mis en place là l'automne dernier des contrats de maintenance. Donc c'est un forfait annuel qui inclut une visite de maintenance sur laquelle on va faire voilà l'entretien, de la maintenance et puis aussi un peu de maintenance prédictive, essayer de corriger certaines choses en amont qu'on aurait pu voir sur d'autres machines. Donc on essaie de vendre en plus ces contrats de maintenance. C'est pas évident parce on vend la machine au maraîcher comme étant une machine très fiable et nécessitant peu d'entretien parce qu'elle est électrique. Donc après, pour vendre un contrat de maintenance en disant qu'on va passer faire l'entretien chaque année, voilà, c'est pas forcément évident. Puis nous, ça engendre des frais de déplacement quand même assez importants pour des machines qui sont à l'autre bout de la France. Donc forcément, il y a un coût annuel qui est pas négligeable. Mais voilà, notre manière d'assumer le SAV, la maintenance des machines. Et on sait qu'on est très attendu sur ce point-là parce que dans le monde agricole, par exemple, on dit jamais qu'on est une start-up. Il n'y a pas vraiment de définition de start-up, mais c'est un mot qu'on ne sort surtout pas devant les maraîchers parce que eux ne veulent pas acheter une machine qui potentiellement ne sera plus maintenue dans 3 ans parce que l'entreprise peut-être n'existera plus. Donc il faut essayer d'asseoir une réputation et puis d'être très réactif au niveau du SAV pour instaurer une confiance. Et on sait que les maraîchers parlent beaucoup entre eux, donc le but c'est vraiment d'avoir un fort taux de satisfaction client pour que après du bouche à oreille, qu'on ait du bouche à oreille positif. La production se fait à la commande, demande Eric, ou est-ce que vous en avez une ou deux en stock en permanence? Alors on les produit par série. Là avec notre atelier actuel, on peut faire des séries 6. On observe même à l'échelle de petites séries qu'il y a un vrai intérêt à les produire en série parce que on gagne du temps sur la commande des composants, sur les étapes de montage, d'assemblage, sur la soudure des châssis aussi. Le fait de faire des choses en série, en fait de répéter l'opération une fois ou 6 fois, c'est pas 6 fois plus long. Donc on fait des séries de 6 machines. On essaye d'en avoir vendu un maximum quand on lance une série. Mais après, l'avantage, c'est que tous les châssis sont identiques. En fait, on a un réglage au niveau de l'arche qui permet tous les maraîchers n'ont pas la même largeur de voie.
mais on a un réglage au niveau de l'arche qui permet en fait mécaniquement de configurer les machines jusqu'à la veille de leur livraison. Donc ça nous arrive de produire des séries avec quelques machines qui ne sont pas encore vendues et on est sûr qu'on les vendra parce que c'est des machines séries, quoi. Et après en fait tout l'enjeu le milieu du maraîchage, c'est un domaine qui est pas évident aussi parce qu'il n'y a pas deux maraîchers qui travaillent de la même façon. Donc ils ont tous des besoins différents. Si on les écoutait, il faudrait faire des machines spécifiques pour chaque exploitation, mais on serait loin de s'y retrouver parce qu'en gros on aurait des produits qui seraient pas aussi finis et puis qui seraient beaucoup plus coûteux. Donc en gros, voilà, on a un catalogue de modules, mais chaque module, c'est des modules produits en série. Et donc quand on lance une série de production, il y en a qui sont un peu en stock et d'autres déjà commandés. Ça dépend. Sur le plan du financement, ça doit être assez compliqué là, parce que dans la phase de démarrage comme ça, là, il y a sûrement beaucoup d'argent à sortir avant de trouver la rentabilité. À quelle échéance vous voyez la rentabilité? Alors on est déjà rentable. Donc en fait on a eu un cycle initial de R&D, voilà, qui a duré entre 1 an et demi et 2 ans. Enfin bon, il s'est poursuivi un petit peu. Il y a eu une traîne derrière parce que voilà, lors de la mise en service des premiers enjambeurs, on a finalement poursuivi la fiabilisation des machines, qui fait partie intégrante de la R&D. Mais on a réussi à vendre le premier enjambeur moins d'1 an et demi après le démarrage de notre activité. Ce qui nous a permis, donc en fait, on a sollicité certaines subventions, enfin, on a eu le chômage et après certaines subventions qui ont permis de financer le développement initial, on va dire la construction des deux premiers prototypes. On a participé à quelques concours aussi qui nous ont permis également de financer la construction des premiers prototypes. Et ensuite, on a essayé de vraiment optimiser la R&D. Par exemple, on a vendu le premier prototype qui était celui en ferraille là. Celui-là, donc on l'a démonté et on a récupéré des composants qu'on a réutilisés dans d'autres machines produites en série derrière. Voilà, mais bon, il y a un coût de métallerie quand même qui n'est pas négligeable. Et cette deuxième machine qui était la deuxième machine qu'on a fabriquée, même cette machine, on a réussi à la revendre avec un rabais à un maraîcher à proximité de Saint-Malo. Voilà, donc on a essayé d'avoir des coûts de R&D maîtrisés. Pendant cette année et demie, en gros, on a été quasiment que à deux sur le projet. On avait on bénéficié tous les deux du chômage avec l'ACRE. Voilà, donc finalement, avec les subventions LACRE, on a réalisé chacun un petit apport dans l'entreprise, mais qui était raisonnable. Et puis après, c'est les ventes d'enjambeurs qui ont pris le relais et qui financent maintenant le fonctionnement de l'entreprise et la poursuite de la R&D pour des nouveaux modules. Et pour la construction du bâtiment dont tu parlais tout à l'heure, vous avez des financeurs? Alors pour le coup, le bâtiment, alors on a eu quelques prêts d'honneur pour l'entreprise Romanesco. Et après pour le bâtiment, c'est une SCI qu'on a montée à part avec mon frère et qui s'endette sur 15 ans et qui après loue le bâtiment à la société Romanesco. Donc là, on va dire que c'est un financement en parallèle, vraiment détaché de l'entreprise Romanesco. Et le nom de l'entreprise, ça a un lien avec le chou? Alors tout à fait, on cherchait un nom pour l'entreprise. Et il se trouve que quand on cherchait un nom pour l'entreprise, un midi, on a mangé du chou romanesco. Et le soir, bah, en fait, il y a quelque chose à jouer avec ce nom parce il est à la fois amusant. Il parle à tous les maraîchers. Or nous, bah, le but, c'est, voilà, on vise vraiment les maraîchers, donc il faut qu'ils retiennent facilement notre nom. Voilà. Donc, bon, alors il y en a certains qui pensent que c'est une machine pour ramasser les choux, donc c'est un peu Ah. la blague parce que finalement, elle ne sert pas vraiment à ça. Mais voilà, ça fait un nom facile à retenir pour les maraîchers. Et puis on a aussi choisi des couleurs qui tapaient un peu dans l'œil, le bleu et notamment le rose, peu utilisé par les maraîchers. Voilà, c'est plutôt les machines agricoles vont être jaunes, vertes ou rouges. Donc on a essayé aussi de se démarquer et voilà, ça permet de faire parler de nous et puis que les maraîchers qui nous voient sur un salon par exemple nous retiennent plus facilement. Vous êtes au salon de l'agriculture? Alors on y va jeudi prochain, notamment parce qu'on a un peu dans un partenariat avec Groupama, parce qu'on avait participé à un de leurs concours et du coup ils nous font intervenir sur leur stand. Mais pour nous, il y a moins de potentiel au salon de l'agriculture qui est un salon plus tourné grand public.
Donc c'est vrai que par exemple, pour Maxime qui cherche à faire connaître davantage ces différentes marques, il y a, je pense, un réel intérêt. Nous, on va viser les maraîchers et voilà, qui sont plus, comme je le disais, au salon du Cival, par exemple, à Angers. C'est vraiment un salon spécialisé pour les professionnels. Pour le coup, le salon de l'agriculture, c'est plus voilà, grand public, faire connaître le terroir français, la, la bonne nourriture et les belles vaches. Mais ça concerne moins le machinisme agricole et il y a moins de professionnels du secteur qui s'y rendent en étant à la recherche de matériel. Bravo, en tout cas, c'est un vrai travail d'ingénieur, hein. Oui, Ouais, c'est ça qui nous plaît vachement dans le produit aussi, c'est d'essayer voilà de mettre nos compétences d'ingénieur au service des maraîchers où on a identifié un vrai besoin. On a enfin nos maraîchers clients du coup, donc on a finalement peu de clients parce on a 16 machines actuellement, donc on les connaît tous très bien personnellement. Et voilà, quand ils nous disent je me sers de la machine tous les jours, je vois même plus comment je faisais avant, j'arriverai pas à faire marche arrière, on sait qu'on leur a apporté une vraie solution et c'est très gratifiant. Et c'est ce qui nous pousse à continuer dans cette direction et à continuer de répandre cette innovation. il y a combien de personnes dans l'entreprise actuellement? Là, on est 5, 6, voilà, ça oscille un peu. Donc on n'a pas fait de levée de fonds, donc on a une croissance qui est plus lente aussi. On a fait notre premier recrutement en CDI en fin d'année dernière. On a recruté un ingénieur en responsable de production. Moi, je m'occupe plus de la partie commerciale, mon frère plus de la partie R&D, tout ce qui va être développement informatique et du coup, par conséquent, le SAV sur le terrain. Voilà, et après, on a une alternante en communication pour tout ce qui est voilà, communication sur les réseaux, se faire connaître. Et puis après, on a régulièrement des stagiaires ingénieurs, pareil pour le développement de nouveaux modules notamment, qui nous donnent un petit coup de main à l'assemblage des modules. Et après, on connaît quelques soudeurs, monteurs, auxquels on fait appel quand on a des phases de production. Ils sont pour l'instant entrecoupés, mais de plus en plus, avec notre nouveau bâtiment, on va passer sur une production en continu, on va dire. On aura des besoins en continu et donc on va agrandir notre équipe de ce côté-là. Bon, il est 8 heures. Il est 8 heures, oui. Oui. Euh, Merci à tous les trois, là. Trois expériences différentes, mais on a vu qu'il y avait beaucoup de liens entre les trois. Donc, je pense que ça permet de couvrir quand même pas mal le thème qu'on a choisi. Merci également à tous ceux qui ont participé et à tous ceux qui écouteront le replay. Juste une petite information en conclusion. Donc le replay sera disponible normalement à partir de demain sur le site de Centrale Lille Alumni. Et comme j'ai dit en introduction, on sera communiqué aux trois intervenants. Les prochains tapes, les thèmes qui ont été définis pour les 2 prochains mois. Au mois de mars, on va travailler sur les transitions dans les métiers du transport où on va toucher normalement enfin différents métiers du transport, pas tous, il y en a tellement. Donc c'est en train de se finaliser, le choix de la date va se faire dans les jours qui viennent. Et puis le 29 avril ou le 30 avril, on va voir un thème plus original, les ingénieurs exerçant un métier artistique. Donc ça, c'est les BDA des écoles qui nous ont soufflé ça. Et on a eu la grande surprise avec Geneviève, en explorant l'annuaire, de découvrir qu'on avait quand même un nombre non négligeable de diplômés des trois écoles qui travaillaient maintenant dans les métiers artistiques. On a une professeure dans le domaine des jeux vidéo. Nous avons identifié un acrobate au Cirque du Soleil. On a un chef d'orchestre, etc. Donc, alors le casting n'est pas encore bouclé. On est en train de travailler là-dessus ces jours-ci avec Geneviève. Mais on va avoir quelque chose qui sort un peu de cette série sur les transitions et métiers du transport. Voilà, merci Merci à encore. tous. Merci à tous, bonne soirée et un très très grand merci aux Ouais. trois intervenants pour leur présentation et leur intervention très inspirante. Et Ouais. bon courage à vous pour la suite, mais il y a du potentiel d'après ce que je comprends. Ouais, ouais, bravo, on est fiers de vous. Merci à tous.
Allez, à bientôt, À bonsoir. bientôt. Bonne soirée à Merci tous. beaucoup pour l'organisation et pour la sollicitation. Et puis, bonne suite à tous. Vous Au êtes les revoir. bienvenus.